Merci d'avoir accepté notre invitation pour être présent ce soir à notre réunion. En fait, nous avons organisé cette réunion à la demande de nombreux amis de longue date qui sont en contact avec nous et ils nous ont demandé d'organiser cette réunion en raison de leurs nombreuses questions et aussi inquiétudes par rapport à la crise qui existe actuellement pour l'Iran et aussi les perspectives qu'on peut envisager pour l'Iran. Dans cette réunion, nous allons aborder plusieurs questions, mais le fait que notre temps est court, ne dure que 2 heures, on a partagé cette réunion en 2 parties distinctes. La première partie est consacrée à quelques invités et amis de longue date qui viendront partager leur expérience et leur soutien à la résistance iranienne. Ensuite, nous inviterons M. Simpson, David Simpson, qui est professeur de musique, de jouer un morceau de musique en live à la mémoire de nos martyrs et des prisonniers iraniennes. Et dernière partie, ça sera réservé à une table ronde. Donc, nous allons inviter quelques techniciens, quelques experts iraniens et français de répondre aux options qui peuvent exister pour sortir de cette crise. Et à la fin, bien sûr, ça sera une courte session consacrée aux questions-réponses du public. Maintenant, permettez-moi de commencer le programme en invitant M. Jean-François Le Garret. M. Jean-François Le Garret, je vous en prie. Monsieur Jean-François Le Garret est président de la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, FEMO. Il a été le maire du 1er arrondissement pendant plus de 20 ans, donc une génération. Bien qu'il n'ait jamais voyagé en Iran pour le moment, mais sa compréhension de la valeur de la résistance française a fait qu'il est lié aux valeurs de la résistance iranienne. Il a été toujours un soutien important pour nous. Donc, Monsieur Jean-François Le Garret, je vous en prie, la parole est à vous. Merci, et je crois que c'est effectivement utile de se réunir, de se parler, dans une période où les informations sont très contradictoires, que de quart d'heure en quart d'heure, on ne sait pas si on va prolonger ou interrompre un cessez-le-feu qui de toute façon ne règle absolument rien sur le fond. Et pendant ce temps-là, le peuple iranien, ce peuple martyr, continue à subir une répression barbare. Il y a maintenant presque 2 semaines, j'étais à Auvers-sur-Oise avec nos amis de la Résistance et nous avons déploré 13 exécutions capitales. Aujourd'hui, nous sommes à 18 au cours des derniers jours. Et je pense que nous pouvons, avant toute chose, tourner nos pensées, nos émotions, nos ressentis vers ces martyrs qui se battent avec un courage, un héroïsme absolument incroyable et qui ne perdent rien de leur détermination, de leur espoir jusqu'au moment de l'exécution. Je voulais saluer Dominique Attias, Afshin Alavi, et je voulais saluer Jacques Bouteau parce que dans le centre de Paris, oui, je me sens encore tout à fait chez moi, comme dans le premier, comme dans le deuxième, et comme dans ce cœur de Paris que nous aimons. Et je voudrais dire que pendant toutes les années où j'ai été maire du 1er arrondissement, j'ai accueilli la résistance iranienne et nous avons fait ça à 2, Jacques Bouteau et moi-même. Nos 2 mairies, celle du 1er arrondissement et celle du 2e arrondissement, ont été des lieux de rencontres, de discussions, de débats et surtout d'encouragement pour la résistance iranienne. Et tous les ans, à tour de rôle, nous avons organisé à la fin du mois d'août un mémorial pour les martyrs
des massacres du mois d'août 1988. Donc merci Jacques d'avoir fait tout cela. Et je pense que c'est le moment de le dire. Et je voudrais aussi dire que les leçons du passé sont pleines d'enseignements. Parce que dans cette énorme crise internationale, on ne sait plus très bien qui décide de quoi, quelles sont les conséquences, qui a gagné cette guerre, qui va gagner la paix, le cessez-le-feu. Finalement, la situation est éminemment insaisissable et confuse. De toute façon, oui, le guide suprême a été supprimé, son fils est inexistant, mais le pouvoir des passes d'Aran se trouve renforcé. Et aujourd'hui, les passes d'Aran, qui en réalité dirigent l'Iran, en bloquant le détroit d'Ormuz, ont accentué leurs moyens de chantage sur le plan international. Ils n'ont en rien renoncé à l'arme nucléaire et les fameux 400 kilos d'uranium enrichi à 60% sont toujours entre leurs mains un moyen de chantage pour la planète entière. Donc, on en est là. Donc, on ne peut en aucun cas se réjouir de ces frappes très spectaculaires qui ont fait beaucoup de victimes. Mais nous l'avions dit, lorsque nous avons pris la parole entre nous et devant certains d'entre vous, il y a déjà plusieurs semaines et même plusieurs mois, ce n'est pas de cette façon-là que ce peuple va se libérer, et ce n'est pas de cette manière-là que le peuple iranien retrouvera sa souveraineté. Et donc, les frappes, elles ont été faites par surprise, dit-on, encore que tout cela ait été très, très anticipé, mais rien n'est réglé en aucun cas. Vous savez, on pourrait faire un parallèle avec ce qui s'est passé à la fin de la dernière guerre. Les Alliés ont fait des opérations militaires extraordinairement savantes et spectaculaires, le débarquement sur les côtes de Normandie, le débarquement en Provence, oui, très bien. Sans ces actions militaires, il est probable que l'Allemagne nazie n'aurait pas capitulé. Mais à Paris, c'est la résistance qui s'est organisée, qui a commis des actes d'héroïsme extraordinaires. Mon cher Jacques, le 25 août, qui est une date sacrée pour nous, Parisiens, et pour nous, élus parisiens, nous allons fleurir les plaques dans nos arrondissements, qui rappellent le sacrifice de toutes ces victimes qui se sont battues pour libérer Paris. Et le général de Gaulle l'avait voulu. Il avait voulu que le peuple de Paris soit déterminant dans la libération de Paris. Il l'a d'ailleurs dit dans ses phrases célèbres, Paris outragé, blessé, Paris outragé, Paris martyrisé, mais Paris libéré par son peuple. Donc, je crois que la question iranienne, on doit la poser un peu dans les mêmes termes. Qu'il y ait des actions internationales, ce n'est pas le peuple iranien, ce n'est pas nos amis de la résistance qui peuvent aller faire bouger les pétroliers dans le détroit d'Ormuz. C'est une certitude. Mais l'action déterminante, dans toutes les provinces, dans tous les villages, dans les grandes villes, c'est le peuple iranien et ce sont les forces de la résistance qui peuvent en décider. Et surtout, il faut que cette libération intervienne, il faut que ce régime barbare tombe, oui, mais il faut que la démocratie lui succède. Et la démocratie n'est pas un produit d'importation. La démocratie, elle est générée par le peuple, et le peuple iranien doit écrire son avenir par lui-même, comme le disait le général de Gaulle, et avec toutes les forces de la résistance qui le composent. Aucune ingérence, d'où qu'elle vienne, quelle que soit la force de frappe militaire, ne peut imposer quoi que ce soit. Voilà la raison pour laquelle
nous devons absolument soutenir toutes les forces de la résistance qui mènent un combat extraordinaire, héroïque. Les femmes jouent un rôle incroyable dans cette révolution, avec une détermination et un héroïsme incroyables. Et il faut absolument que nous soyons solidaires. Il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Il n'y a qu'un seul objectif, c'est faire tomber ce régime qui est indigne, barbare, insupportable, qui a martyrisé ce peuple. Et il est hors de question, ai-je besoin de le rajouter, de restaurer une autre dictature pour succéder à une dictature. Tout cela est un schéma. Et qui a pu imaginer une chose pareille? Que le fils du chat puisse être envoyé par qui? Par quelle puissance étrangère pour reprendre le trône d'où son père avait été chassé. Tout cela n'est pas sérieux. On a, je dirais, dans la presse, dans les médias, beaucoup donné de place à cette hypothèse qui est absurde. Pendant ce temps-là, quelle place a-t-on donné dans la presse française et dans la presse internationale aux 18 exécutions barbares que je viens de rappeler, au combat des femmes, au combat, aux insurrections, au fait que le siège du guide suprême a été attaqué par des forces de la résistance, par tous ces combats absolument héroïques, dans des conditions qui sont absolument incroyables, mais cette organisation, cette volonté, cette détermination jusqu'au bout, qui en a parlé? Ce n'est pas la presse. Et je trouve qu'il y a là vraiment des insuffisances coupables. Et je salue le courage et je dirais la détermination de Mme Mariam Rajavi, qui a rappelé aux responsables des États européens que leur parole n'était pas suffisamment forte, qu'elle était même totalement inexistante pour aider le peuple iranien à se libérer. Je voudrais dire, en terminant, aux résistants iraniens que leur combat est un combat universel. En refusant les solutions de facilité, en maintenant l'indépendance, la détermination des mouvements de résistance, ce sont eux et eux seuls qui préparent l'avenir de l'Iran. Le chemin est long, beaucoup trop long. Nous nous impatientons depuis si longtemps. Mais ce chemin est le seul. Il repose exclusivement sur la résistance organisée et populaire, parce que c'est le seul chemin qui mène à la liberté. Le régime des mollahs, lui, s'aggrave de jour en jour. Il s'enfonce dans une barbarie de plus en plus insupportable. Et ce n'est même plus le régime des mollahs. C'est le régime des pasdaran et des gardiens de la révolution qui, en réalité, dirige absolument tout, sans aucun contrôle, sans aucun respect d'aucune convention d'où qu'elle vienne. Le seul moyen de l'abattre, c'est de croire dans la victoire du peuple iranien, dans sa révolte, dans sa résistance, dans son combat, jusqu'au bout. Soutenons-les dans la plus totale solidarité et avec leur espoir que nous partageons. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jean-François Le Garret. Comme il vient de souligner, nous avons un autre soutien de valeur, Monsieur Jacques Couteau. C'est une ancienne maire qui a été maire de Paris, 2e arrondissement, jusqu'au 2020. Nous comptons beaucoup sur son soutien. Il a participé à la plupart de nos programmes de la résistance iranienne et j'aimerais qu'il vienne ici et qu'il partage. Merci beaucoup. Chers amis de la résistance iranienne, merci de m'accueillir. Mesdames et messieurs,
comme cela a été dit, j'ai depuis mon élection de maire du 2e arrondissement en 2001, puis jusqu'en 2020, j'ai exercé ces fonctions, puis ensuite jusqu'à 2026, puisque j'étais maire adjoint de Paris-Centre jusqu'à présent, été aux côtés du peuple iranien levé contre le régime des Mollahs et aux côtés de la résistance iranienne. N'étant plus élu, je le suis toujours, et je dirais même avec peut-être encore plus de conviction et de facilité de parole pour vous dire à quel point votre combat est courageux et respectable et même exemplaire. Comme mon ancien collègue et ami Jean-François Le Garret, cher Jean-François Le Garret, comme tu l'as dit, nous avons ensemble organisé pendant toute cette période, en direction de nos citoyennes et citoyens, dans nos mairies respectives, toute une série d'événements qui montraient notre engagement aux côtés de la résistance, que ce soit des expositions sur la résistance elle-même, sur des événements tragiques de cette résistance, sur notamment les mises à mort, les pendaisons et toutes les exactions du régime des Mollahs qui sont illustrées par le travail que réalisent les membres du Conseil national de la résistance iranienne avec qui référence précisément toutes les exactions du régime. Alors je vais prendre un peu de recul avec mon texte, non seulement parce que je n'arrive pas à le lire, il est trop petit, mais aussi peut-être parce que, comme je l'ai dit, j'ai une plus grande liberté de parole et donc je vais me permettre de, plutôt que de vous faire un discours en vous disant des choses que vous connaissez déjà, que j'ai faites moi-même aux côtés de la résistance et vous le démontrer, répondre à mon ami Jean-François Le Garret lors de son exposé tout à l'heure. Et la première réponse que je voulais lui formuler, c'est que l'analogie que tu as fait, Jean-François, entre le 25 août 1944, la libération de Paris par les Parisiens et Parisiennes eux-mêmes contre l'occupant nazi, je voulais aussi l'utiliser comme métaphore. Et je vais donc plus loin dans la métaphore pour vous dire que le soulèvement des Parisiens en 1944, au mois de juin, il était à l'initiative, certes, du général de Gaulle, mais aussi du Parti communiste français, qui à l'époque représentait l'autre prisme de la vie politique en France. Et d'ailleurs, le dirigeant de cette rébellion n'était autre que Roll Tanguy, un membre du Parti communiste français sur le territoire parisien, qui agissait en concertation avec le général de Gaulle. Beaucoup de choses les opposaient politiquement, mais pas la nécessité d'être ensemble, solidaires contre le nazisme, ses exactions, contre la dictature, contre l'absence de liberté, contre l'arbitraire, contre la domination, contre un pouvoir étranger qui nous mettait sous sa botte. Ça fait l'unanimité. Et c'est cette unanimité qui a fait la force du soulèvement, qui a fait que Paris a pu se libérer par lui-même, et que Paris est donc fier de cela, fier d'avoir sacrifié ses enfants pour que nous soyons libres, autonomes et indépendants. C'est quand même pas rien. Eh bien, ces valeurs-là qui nous fondent, aujourd'hui, c'est celles que nous portons à notre petite mesure, Jean-François et moi, de chaque côté de l'échiquier politique. Moi, je suis chez les écologistes, Jean-François est encore républicain, plus ou moins. En tout cas, c'est nos familles de cœur. Moi, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, moi, je suis rentré à la politique parce que je pensais que les êtres humains devaient vivre dans un environnement sain et en paix. Vous voyez ? Jean-François, c'était un républicain. Il pensait que les valeurs de la République, égalité, fraternité, devaient être fondamentales, ainsi que la liberté. Bon. On n'a pas vraiment gagné au chapitre, mais on continue à se battre. Et au-delà de ça, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une atonie des diplomaties européennes par rapport à ce qui se passe en Iran. Une espèce de sidération, de peur de l'oncle Sam, semble-t-il, je le qualifierais comme ça. On n'ose plus prendre de responsabilité et de
prise de parole forte et indépendante, au risque de déplaire dans une situation qui change tous les jours en raison des humeurs de celui qui préside à cette catastrophe. Donc il est difficile, certes, de se positionner, mais le courage de l'Europe, c'est d'avoir une parole indépendante, d'avoir une parole qui même rassemble son peuple autour de ses valeurs qui sont aussi les nôtres. J'en parlais, hein. Le vivre ensemble, la paix, la démocratie, la liberté, l'égalité, tout ça, c'est des valeurs qui rassemblent globalement les Européens. C'est des valeurs qui doivent être portées au-delà de nos frontières européennes. Elles ont du mal à dépasser même les frontières nationales, et je le regrette. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, dans la catastrophe dans laquelle on est, il y a des voix qui s'élèvent et qu'on n'entend pas assez. On entend trop peu. C'est les voix qui sont autour de nous. C'est les voix courageuses de Mariam Rajavi, qui a dit le silence de l'Union européenne est coupable dans ce qui se passe en Iran. Le silence. Donc il faut que nous soyons avec nos valeurs à côté du peuple plus que jamais, parce que la seule issue de crise, de guerre, ben c'est celle-là, c'est que le peuple prenne vraiment son destin en main. Mais quel peuple peut s'organiser pour mener la révolte lorsqu'il lui pleut des bombes? Je suis désolé, hein, la pluie des bombes renforce le régime. Alors il ne renforce pas tout à fait le régime des mollahs, il renforce l'appareil répressif du régime des mollahs. Il renforce les passedarans, les gardiens de la révolution, les religieux exit, semble-t-il. Et comment on s'y prend? Quelles sont les voies et les moyens de la révolte? Surtout pas en continuant à bombarder, parce qu'après qu'on ait bombardé les centres de décision, allons-nous, quand je dis nous, c'est l'Occident, semble-t-il, en tout cas les États-Unis et Israël, bombarder les infrastructures vitales, les usines de dessalement de l'eau, les usines qui fabriquent aussi des biens et services pour les populations. Comment ces populations vont pouvoir accepter cela sans se sentir en proximité avec ceux qui se battent contre, qui sont aujourd'hui l'appareil répressif? Donc il faut arrêter. Et il faudrait que l'Union européenne prenne l'initiative pour dire oui, 1500 élus de maires en France de grandes agglomérations, Jean-François, Ariel Veil, qui ne peut pas être présent, moi-même, quand j'étais maire, avons signé les 20 propositions du Conseil national de la résistance pour une paix juste et durable en Iran. Et c'est une base. Mettons tous les démocrates autour de la table et parlons pour dire qu'il y a une voie de sortie. Et il n'y en a pas d'autre, elle est celle du dialogue avec le peuple, pour le peuple, en vue de la démocratie. Et ça ne se fera pas sans moyens. Donc il faut aussi que l'Europe puisse, comme les Parisiens se sont libérés par eux-mêmes, avoir derrière des moyens solides pour pouvoir les épauler et leur permettre de se défendre et de gagner leur liberté. Voilà le vœu que je propose. Moi, j'y crois. J'y crois parce que je crois que le peuple iranien, c'est un peuple très ancien, très, très résilient, qui a traversé des crises, qui a produit des choses fantastiques dans l'histoire que nous connaissons. Et c'est un peuple qui a un avenir. Et cet avenir, on doit tous l'accompagner. C'est d'abord et avant tout notre devoir d'être humain, notre devoir de démocrate, notre devoir de républicain. Voilà pourquoi je suis avec vous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Boutou, pour vos pensées positives et vos espoirs pour le peuple iranien. Et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faudra une bonne, par rapport à votre activité politique, il nous faudra de bons terrains pour cultiver de bonnes choses. Le bon courant, ce que je dis, vient toujours de là-haut. Malheureusement, avec Oncle Sam, on n'est pas bien petit. Voilà. Notre prochain invité est une dame, Madame Attias. Madame Attias est une avocate imminente.
membre de Paris, du barreau de Paris depuis 1981. Elle lutte depuis plus de 4 décennies pour le droit de l'homme, notamment les femmes victimes de la violence. Madame Mathias, elle a été la première femme élue vice-bâtonnière du barreau de Paris. Ensuite, elle accède à la présidence de la Fédération des barreaux d'Europe, qui englobe un peu plus d'1 million d'avocats. Madame Mathias a reçu aussi la Légion d'honneur et elle est une voix forte et courageuse pour nous les Iraniens, savoir nous accompagner tout le temps contre la répression des mollahs et surtout les violences faites aux femmes. Madame Mathias. J'ai mes lunettes. Quel bonheur d'être avec vous. Vous savez que chaque fois que je suis avec vous tous et toutes, eh bien, ça me donne un regain de force, un regain de détermination. La même force, la même détermination que j'ai ressentie à Ashraf III, en passant plusieurs jours immergé avec ces combattants pour la liberté de l'Iran. La même force lorsque j'écoute Mariam Rajavi, qui exhorte le monde entier à soutenir le peuple iranien en lutte. Depuis 60 ans, parce que oui, c'était même avant les mollahs, depuis 60 ans, de génération en génération, se battre, voir les siens, celles et ceux qu'on a mis au monde, arrêtés, torturés, voir sa famille décimée, voir les siens partir au poteau d'exécution. Combien, dans cette salle et ailleurs, n'ont pas expérimenté cette intense douleur? Jean-François l'a rappelé tout à l'heure, 30 000 en 2 mois, l'été 1988. Mais combien depuis? Combien de centaines de milliers d'enfants, de jeunes filles, de femmes enceintes, d'hommes de tous âges, également assassinés? Leur regard plonge dans notre cœur. Ces regards nous disent « Je ne suis plus là, mais je sais que vous aussi, vous continuerez à résister, à vous battre. » Behrouz Essani a dit « Je suis prêt à offrir mon humble existence pour la libération du peuple iranien. » Une pensée pour lui, une pensée pour eux tous. Cette flamme, jamais ne s'éteindra, même le jour de la victoire, elle continuera à brûler, comme ce flambeau de la liberté si fragile, et à protéger, quel que soit le prix à payer. Ah, on entend du beau monde s'exprimer dans les médias, doctes sachants, bardés de diplômes en tout genre, à pérorer, palabrer et rentrer chez eux satisfaits d'être passés à la télé. Quelle crédibilité leur accorder? Mais vous, femmes et hommes, unité de résistance du peuple d'Iran, vous, que nous voyons dans des petits clips subrepticement envoyés, lutter et perdre vos vies pour la liberté, qui tous les jours être assassinés. Armes à la main, vous affrontez les nervis des mollahs, souvent anciens tortionnaires de la sinistre Savak, ces gardiens, non de la révolution, mais de l'oppression. Année après année, vous avez infiltré
leur réseau, aidant la résistance à s'organiser. Vous alertez les gouvernements occidentaux qui benoîtement se faisaient manipuler. Plus de 46 ans de lutte. Et pourtant, bien orchestrés dans des plans de communication savamment distillés, certains ont tenté de vous présenter, vous, les combattants du peuple. Et oui, telle est la signification du mot moudjahidine, combattant. On a osé essayer de vous présenter comme des terroristes, reprenant en cela, comme par hasard, la rhétorique des mollahs. Il y a d'autres audaces qui laissent sans voix 46 ans. 46 ans de silence, de confort douillet dans les banlieues chics des plus sélectes villes des États-Unis. Voilà que Reza Pahlavi, fils du Shah, héritier d'un trône qui ne tient qu'à son imagination, se lève un beau matin et se proclame sauveur de l'Iran. Pendant que des millions d'Iraniens et d'Iraniennes croupissaient sous la répression, pendant que des femmes étaient arrêtées pour un voile mal mis, pendant que des étudiants et les membres de l'OMPI disparaissaient dans les geôles de la République islamique. Où étiez-vous? Où étiez-vous, Reza Pahlavi? À donner des interviews soigneusement cadrées? Dans ces galas de la diaspora dorée? Pas de réseau sur le terrain, pas de structure, pas d'organisation, rien. Rien. Mais parlons de ce dont ce monsieur ne parle jamais. Parlons de la démocratie. Ce mot qu'il escamote, qu'il contourne, qu'il noie dans des formules creuses sur la liberté et le choix du peuple. Jamais de programme clair, jamais de séparation des pouvoirs, jamais de garantie constitutionnelle. Parce que la démocratie, vraie, celle qui se construit par le bas, celle qui donne le pouvoir au peuple, pas à une dynastie, ne l'arrange pas. Un vrai démocrate ne se présente pas comme un héritier providentiel. Il se présente comme un candidat parmi d'autres, soumis au verdict des urnes. Lui, il attend qu'on lui rende son trône. Et les femmes? Oui, les femmes. Ce sont elles qui ont tout changé. Ce sont elles qui ont allumé l'étincelle de la Révolution, en scandant au début « Femme, vie, liberté » qui s'est transformée en « Femme, résistance, liberté ». Ce sont elles qui, les premières, sont descendues dans les rues, qui ont fait face aux balles, qui ont porté sur les épaules la résistance entière d'un peuple et ont payé un lourd tribut. Les femmes iraniennes ne sont pas un sujet de communication, elles sont le cœur politique de cette lutte. Reza Pahlavi, il en parle du bout des lèvres comme d'un accessoire rhétorique. Aucun engagement concret sur la parité, sur les droits fondamentaux, sur le rôle central des femmes dans un Iran futur. Son seul capital politique, c'est son nom. Pahlavi. Un nom qui, pour beaucoup d'Iraniens, évoque plutôt la Samaka, la police secrète de son père, ses tortionnaires, ses prisons. Le peuple iranien mérite mieux que ça. Il mérite des leaders forgés dans la résistance, pas dans l'exil confortable. Il mérite une démocratie réelle, pas une monarchie relookée. Il mérite que les femmes, celles qui ont tout risqué, soient enfin au premier rang, pas dans les notes de bas de page d'un discours d'un prétendu prince. Il y a une question
que l'on pose rarement, mais qui est la seule qui compte vraiment. Après la chute de la République islamique, et elle tombera, quel Iran? Gouverné par qui? Selon quels principes? Au bénéfice de quel peuple? Mariam Rajavi y a répondu concrètement, par écrit, en 10 mois, en 10 points. Pas de slogan, si, un seul, on dit tous, ni chat, ni molin. Mais donc, pas d'autres slogans, mais surtout un programme. Premier principe fondateur, l'Iran, comme l'a dit nos amis, l'Iran sera libéré par le peuple iranien et par lui seul. Pas par une intervention militaire étrangère, pas par des sanctions qui frappent d'abord les plus pauvres, pas par la prétendue bienveillance de Washington ou d'autres pays que nous avons tous en tête. La résistance iranienne n'est ni une courroie de transmission de l'Occident, ni un pion sur l'échiquier géopolitique de qui que ce soit. La souveraineté, ça commence par refuser d'être libéré par quelqu'un d'autre que soi-même. Ce combat appartient au peuple iranien, aux jeunes dans les rues, aux femmes, aux ouvriers qui ont fait grève au péril de leur vie. Mariam Rajavi promet la séparation totale de la région et l'État. Pas de compromis, pas de théocratie version allégée. La République islamique a démontré par 46 ans de crimes ce que donne la fusion du politique et du religieux. Dans l'Iran que défend Mariam Rajavi, chaque citoyen est libre de croire ou de ne pas croire. L'État est laïque. Point. C'est une condition de la liberté de tous, y compris les croyants d'ailleurs. Et les femmes, encore les femmes, toujours les femmes, elles ne sont pas une catégorie à protéger. Elles sont la moitié du peuple et dans ce combat, elles en ont été l'avant-garde. Le programme de Mariam Rajavi pose la parité comme un principe constitutionnel, égalité totale en droits civils, politiques, économiques et sociaux. Abolition de toutes les lois discriminatoires, le voile obligatoire, la polygamie, la tutelle masculine au panier. Et ce n'est pas un hasard si c'est une femme qui porte ce programme. Le fait même que Mariam Rajavi ait été élue pour diriger le Conseil national de la résistance iranienne est en soi un message politique. Un Iran où les femmes dirigent est possible et souhaitable, je rajouterai. Pour ce faire, une condition sine qua non est portée par le CNRI et sa présidente, des élections libres, pluralistes. Pas de parti unique, pas de conseil des gardiens qui filtre les candidats. Le peuple iranien et lui seul décidera de ses gouvernants. Un bulletin secret, dans la transparence. Personne ne s'autoproclame, personne n'hérite du pouvoir. Ce point à lui seul distingue ce programme de tous ceux qui circulent dans les salons de l'exil. Un Iran, enfin, sans peine de mort. Un Iran qui respecte les droits des minorités, kurdes, arabes, baloutches, azéris. Un Iran dénucléarisé qui renonce au terrorisme d'État et retrouve, là aussi, enfin, sa place dans la communauté internationale. Voilà pourquoi nous soutenons toutes et tous Mariam Rajavi. Voilà ce qu'elle porte. Ce n'est pas un rêve, c'est un programme écrit et défendu de longue date. Le peuple iranien ne mérite pas des princes nostalgiques ni des promesses creuses. Il mérite une vision et des gens qui ont le courage de la défendre depuis des décennies au prix de leur liberté et de leur vie. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Athias. Comme on voit bien, le courage des femmes est très contagieux. C'est peut-être pour ça que dans beaucoup de pays comme l'Iran, le courage des femmes et les droits des femmes ont été pas mal bafoués. Maintenant, avec Mariam Rajavi, des femmes comme vous, on garde l'espoir pour mettre fin à toutes ces discriminations. Merci à vous d'avoir partagé votre connaissance et votre expérience aux côtés de la résistance iranienne. Maintenant, nous passons à une autre partie du programme. Nous allons rendre hommage aux martyrs du soulèvement d'Iran. Vous savez qu'en mois de janvier, il y a eu un soulèvement important du peuple iranien. Le régime a massacré un peu plus de 30 000 jeunes personnes qui étaient dans les rues pour réclamer leurs droits. Et malgré 3 mois passés, nous ne connaissons toujours pas le nombre exact de massacres qui a eu lieu en 2 jours. Et aussi, le régime a commencé à exécuter pas mal de prisonniers iraniens, 16 en tout, sur les 40 derniers jours. Donc 8 personnes ont été arrêtées lors du soulèvement et 8 autres appartenaient à l'organisation des Moudjahidines à l'intérieur de l'Iran. Ils ont été condamnés à mort pour leur acte de résistance face à la répression du régime. Pour rendre hommage à ces martyrs, à ces prisonniers iraniens, je demande à M. David Simpson, qui est un fervent partisan et soutien de la résistance iranienne, de jouer un morceau de violoncelle. Il est professeur de la musique et donc je l'invite à rejoindre sur la scène. Bonsoir à tous et à toutes. Je dis un petit mot pour expliquer ma présence. Quand Jahed m'a demandé si je pouvais venir ce soir pour accompagner musicalement la mémoire de tous ceux qui ont été exécutés récemment, j'ai dit tout de suite oui. Et j'ai cherché dans mon répertoire quel morceau pourrait convenir à cette occasion. Et donc, j'ai fini par trouver dans une composition du compositeur anglais Benjamin Britten des morceaux que je trouvais convenaient tout à fait. Pourquoi? C'est des pièces qui ont été écrites en 1966 à l'intention ou à la demande aussi de Mstislav Rostropovich, un des plus grands violoncellistes de tous les temps, qui lui aussi était résistant à sa manière, parce qu'il a été déchu de sa nationalité soviétique par le régime soviétique. Il a vécu à l'étranger pendant très très longtemps. Et Britten, qui était un ami de Rostropovich, a mis dans cette pièce, cette suite, des éléments qui correspondent au caractère de ce grand violoncelliste et de sa résistance politique à un autre régime autoritaire. Donc je vais vous jouer 3 extraits de cette suite qui, le premier extrait, correspond au courage incroyable qu'avaient ces hommes qui ont été exécutés, pour le courage de leurs opinions en face de menaces incroyables. Il y a aussi, le deuxième extrait, c'est un lamento, la douleur des proches et de tous ceux qui les connaissaient. Et le troisième extrait, c'est une méditation douloureuse sur eux. Donc, dernière chose, par respect pour ceux qui sont morts pour leurs opinions, je demanderai à ce qu'il n'y ait pas d'applaudissements à la fin.
Maintenant, nous allons passer à l'autre partie de notre réunion. Après cet hommage rendu aux martyrs, vous savez que la question de l'Iran, depuis le soulèvement, depuis le début de l'année, est à la une, notamment depuis le soulèvement début de l'année. Quelque temps après, l'Iran a confronté une guerre incroyable dans la région, dont la dimension de cette crise créée par cette guerre a dépassé la région et il a atteint les dimensions économiques mondiales. Maintenant, nous avons plusieurs questions à poser par rapport à cette histoire et les perspectives qui existent pour l'Iran. Par exemple, est-ce qu'il faut poursuivre la guerre américaine? Est-elle une solution pour finir cette crise? Peut-on imaginer une voie diplomatique européenne? Peut-on compter sur un soulèvement national de masse similaire à la révolution des Iraniens en 1979? Ou bien existe-t-il une option pour une résistance organisée à l'intérieur de l'Iran? Pour répondre à ces questions, j'ai des invités que je vais demander à venir sur scène. Madame Fahimeh Ponsanag, Sarah Nouri, Afshin Alavi et Monsieur Armand Habibi. Commencer à présenter. Donc, Monsieur Afshin Alavi, vous êtes donc membre du Conseil national de la résistance iranienne. C'est un conseil qui a été créé depuis plus de 45 ans pour établir une alternative démocratique pour l'Iran. Donc, on aimerait bien profiter de votre expérience et votre connaissance par rapport à la révolution de 1979. Madame Sarah Nouri, vous êtes avocate au barreau de Paris et en même temps, vous exercez un travail de recherche à la Fondation d'études sur le Moyen-Orient. Donc, j'aimerais discuter avec vous sur un autre sujet, l'option possible pour sortir de cette crise. Madame Fahimeh Ponsanag, vous êtes membre de l'Association des femmes ingénieures et de l'Association des femmes iraniennes en France. En tant qu'ingénieure principale, et grâce à votre expérience professionnelle, vous avez une grande connaissance du fonctionnement des relations économiques et commerciales avec l'Iran. Nous aborderons l'autre option avec vous. Et au final, Armand Habibi, vous êtes membre de l'Association des jeunes pour la liberté. En tant que représentant de la jeune génération iranienne, votre avis frais de la jeunesse iranienne est très important pour vous. Voilà. Certains pensent qu'on peut envisager une sorte de négociation avec le remplaçant de Khamenei. Apparemment, c'est un spectre négociable, donc modéré. J'aimerais bien connaître votre avis. Est-ce que ça peut donner une suite à cette négociation avec cette personne, le remplaçant de M. Khamenei? Alors merci d'abord pour l'invitation. Alors revenons un petit peu aux origines. Moi j'ai arrivé en France, j'avais 16 ans. C'était peu après la Révolution, donc en pleine guerre Iran-Irak. C'était une période, je dirais, de répression très très forte. On a eu la mort de Khomeini en 1989. Évidemment, beaucoup ont espéré, je dirais, la fin de cette période sombre, mais malheureusement, il n'en a été absolument pas question. Et à l'époque, il y a eu Rafsanjani. Rafsanjani a été présenté comme l'homme fort du régime. Il a pris la présidence et n'oublions pas que c'est par son appui que Khomeini est arrivé comme étant le successeur désigné du Kitsoula. Pour ceux qui se souviennent de cette époque-là, Rafsanjani a été présenté comme un homme
modéré, capable de mener des discussions très pragmatiques. Donc évidemment, il a commencé à, je dirais, normaliser les relations diplomatiques, commerciales avec le régime iranien. Donc ça a commencé par lui. Ça a suivi par le régime de Khatami, donc pendant 8 ans encore. Et tout ça, toute cette normalisation des relations diplomatico-politiques avec l'Iran, c'est soldé ou c'est fait, je dirais, au dépens d'une silence absolue sur tout ce qui était répression et le massacre du peuple iranien. On a passé complètement en silence le massacre des 30 000 dont vous avez fait part en 88. Donc 30 000 prisonniers politiques quand même exécutés en l'espace de quelques semaines. Pendant le régime de Khatami, qui était présenté vraiment comme le modérateur iranien par excellence, tout le monde a oublié en 99 le massacre des étudiants iraniens sous le régime de Khatami. Et donc, moi je travaillais pour des entreprises automobiles iraniens et je me souviens très bien de l'époque de toutes ces délégations qui partaient en Iran. On avait nous-mêmes un programme, un projet avec Renault Pars, donc, qui était le joint venture de Renault avec Irène Khodro. L'Iran représentait le 2e marché automobile pour PSA en Iran. Personne n'a oublié les accords de Total en 2003 qui s'est fait aux dépens, et j'estime moi qu'on n'en parle pas assez de ces accords honteux sur le pétrole qui s'est fait en fait aux dépens de la résistance iranienne. Et en fait, pendant toutes ces périodes-là, je dois dire, beaucoup pensaient, alors peut-être naïvement, que ces négociations, que ces normalisations des relations avec l'Iran étaient bénéfiques au peuple iranien. Ça allait aider à avoir un souffle économique pour l'Iran, donc c'était bénéfique au peuple iranien. Et en fait, on a passé sous silence, où on n'a pas vu, où on a ignoré 3 aspects essentiels, en fait, qui se sont déroulés pendant cette période de normalisation. La première, la répression, on a fermé les yeux sur la répression. On l'a dit, on s'est assis sur nos principes des droits humains, on a passé en silence. Deuxième point qui est passé là pour le coup sous le radar, et qu'en fait nos gouvernements n'ont pas vu, c'est le programme nucléaire iranien. Et en fait, tout l'argent de cette négociation, de ces accords commerciaux servait en premier la répression, en deuxième le développement du programme nucléaire, et en troisième, ce qu'on a, à mon avis, que l'on savait, mais qu'on a sous-estimé, nos gouvernements ont potentiellement et drastiquement sous-estimé, c'est le financement du terrorisme régional, donc le développement du Hezbollah, le développement de l'Houthi. Donc en fait, on a mené une période de normalisation des accords commerciaux, et en fait, on a permis 3 choses au régime iranien. Réprimer le peuple, développer son programme nucléaire, développer son réseau de terrorisme régional. Et en fait, moi je voudrais saluer la résistance iranienne, qui était la seule, mais vraiment la seule organisation depuis le début à dire qu'il ne pouvait pas y avoir de modéré en Iran, qu'il ne pouvait pas y avoir de modéré au sein d'un régime qui massacrait sa population. Et n'oublions pas, disons-le et redisons-le, ce sont les résistants iraniens, ça n'a pas été en fait nos réseaux d'intelligence occidentaux ni israéliens qui ont révélé l'existence du programme nucléaire iranien, mais ça a été en fait la résistance iranienne par son réseau d'intelligence interne et par son réseau de résistants internes sur le sol iranien qui a révélé en fait cette supercherie, je dirais, au monde entier. Et malheureusement, nous avons vécu aussi donc les accords en 2015 de ce qu'on appelle les JCPOA, donc les accords sur le nucléaire iranien, qui ont permis, là je dirais vraiment, ça a été le coup de maître, là pour le coup de Rouhani, qui a permis en fait de reprendre les relations diplomatiques, commerciaux, économiques. Et pareil, il faut voir comment toutes ces entreprises couraient, parce que le marché iranien, il faut dire, c'est effectivement, ça représente un marché énorme pour l'économie, pour notre économie. Et tout ça, en fait, on a perdu de vue
que pendant ce temps-là, qu'on essayait de négocier sur un volet, le régime iranien, derrière, en sous-marin, développait quand même son programme nucléaire, on l'a vu. En fait, en résumé, pour vous dire que ça fait 47 ans qu'on essaye les négociations, qu'on essaye les compromis, qu'on essaye de trouver des soi-disant modérés au sein d'un régime où il n'y a pas de modérés. Même ceux qui sont présentés comme des modérés, comme le dernier président iranien, en fait, ils n'ont aucun pouvoir décisionnaire. Le pouvoir exécutif décisionnaire sont réellement dans la main des gardiens de la Révolution, donc de l'organe répressif du régime, qui lui-même dépendait du guide suprême, mais qui, de toute façon, a un noyau dur à sa tête, qui détient non seulement toute la partie économique, mais toute la partie sociale et toute la partie politique sur l'Iran. Donc, moi, je voudrais qu'on revienne et qu'on salue ce que le peuple iranien a compris, et on l'entendait dans les slogans de 2017, réformiste, fondamentaliste, l'histoire est finie pour vous. Et en fait, il faut qu'on retienne vraiment ce slogan. Le peuple iranien l'a compris depuis des années, ce serait bien que nous, on le comprenne aussi ici. J'ai quand même encore une autre question, Madame Fossana, si vous permettez. Nous observons aujourd'hui qu'en Europe, des efforts sont faits pour créer une coalition large des courants iraniens. Et au Parlement européen, mais aussi à l'Assemblée nationale en France, on essaie de créer une coalition large comme option. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça sera possible, cette avancée vers cette fois ou pas? Alors effectivement, il y a des efforts qui naissent aujourd'hui de faire des coalitions avec des courants parmi le diaspora iranien. Je ne les appellerai pas tous et toutes opposition, parmi le diaspora iranien, dont certains n'étaient que peu pas actifs sur le sujet de l'Iran jusqu'en 2022. Et je dirais, pour moi, que rien ne peut conduire à une solution pour un peuple qui a 120 ans de lutte contre l'autocratie. Alors, c'est des choses, je dirais, c'est des discussions, c'est des négociations qui peuvent encore une fois aboutir à peut-être quelques accords, mais que soyons sérieux. La seule chose qui peut permettre de sortir de cette crise, parce qu'en fait ces initiatives sont faites quelque part parce que enfin au bout de 47 ans on se rend compte que la solution iranienne et que la crise dans la région n'a pas une solution simple et qu'il faudrait peut-être commencer à s'organiser, il faudrait peut-être commencer à créer une coalition, encore au bout de 47 ans. Et donc, mais il faut deux choses en fait pour la sortie de cette crise. Il faut renversement du régime iranien et y installer une alternative démocratique. Donc renversement du régime iranien, il faut avoir des gens capables de le renverser sur le sol iranien. Donc la coalition de toutes ces personnes-là, moi je voudrais savoir combien d'entre eux ont un réseau d'intelligence et de combattants et de résistants sur le sol iranien qui peuvent permettre d'arriver à la première condition. Écoutez, moi je n'en connais aucun autre qu'effectivement les résistants iraniens, les membres de Moudjahidine du peuple et le réseau d'intelligence et de résistants qui dépend de ces noms. Deuxièmement, ce qu'on a dit, effectivement, derrière ces résistants-là, et vos interlocuteurs l'ont appelé, évidemment, en France, on dit, oui, mais il y a eu la main des étrangers. En fait, il y a eu la main des étrangers, mais on avait le Conseil national de la résistance en France, avec des résistants français sur le sol français. Donc aujourd'hui, le parallèle, c'est on a des résistants iraniens sur le sol iranien,
avec effectivement un organe politique organisé, pluraliste, paritaire, rappelons-le, paritaire, parce que voilà, en tant qu'une femme, c'est important pour moi d'avoir un organe pluraliste, démocratique et paritaire, organisé, et pas depuis hier, depuis, je pense que notre ami Afshin le dira mieux que moi, depuis 1982. Excusez du peu. Donc ça fait 47 ans que ces gens-là organisent, pensent un programme démocratique qui, pour moi, est légitime pour porter l'Iran de demain, parce que non seulement ce programme existe, qu'il est présenté au monde entier, qu'il est soutenu par les représentants du monde entier, mais qu'en plus, cet organe-là, cet organe politique qui existe aujourd'hui, en plus avec notre QG, les QG en France, équivalent au QG de Général de Gaulle à Londres, a une force intérieure pour renverser le régime. Donc je dirais, moi, toutes les coalitions, très bien, bienvenue, après 47 ans, il était temps, mais si ces initiatives-là ne s'appuient pas, et je dirais même n'appuient pas, ce qui existe depuis quasiment 47 ans, c'est-à-dire un organisme organisé, le Conseil national de la résistance et la résistance de terrain, ce n'est malheureusement, je dirais, que la poudre aux yeux, et qui pourrait même, et je le pense fortement, plutôt qu'être aidant, être freinant dans la lutte contre le régime iranien. Donc, oui à une coalition, mais oui à une coalition qui appuie ceux qui s'organisent et qui ont une force de terrain pour renverser le régime iranien. Okay, très bien, c'est très clair. En fait, nous réalisons qu'effectivement le régime actuel d'Iran possède une complexité difficilement imaginable. On ne peut pas le renverser si facilement s'il n'y a pas d'appui sur un organe d'organisation tel que la résistance de Moudjahidine du peuple d'Iran. Merci Madame Poncenaille. Madame Nouri, donc vous êtes collègue à la fondation FEMO, donc Fondation d'études sur le Moyen-Orient, et vous avez étudié la guerre actuelle avec l'Iran de près. À votre avis, vous pensez qu'en suivant la guerre, si la guerre continue, on pourrait espérer le renversement du régime, d'autant plus que certains partisans de Reza Pahlavi, le fils de Shah, ils ne sont pas contents du cessez-le-feu, ils insistent à ce que la guerre continue jusqu'au renversement. Quel est votre avis? Alors, sur cette question, merci de me recevoir aussi, bien sûr. La réponse, elle est très claire et ça a été dit précédemment, non. Non, il faut le dire clairement dès le départ, la guerre, ce n'est pas une solution pour libérer l'Iran, ce n'est pas un chemin démocratique, ce n'est pas un instrument de transition politique, ni une réponse au problème fondamental du peuple iranien. Il faut rappeler qu'une guerre étrangère détruit, tue, désorganise, aggrave les souffrances de la population, mais elle ne va pas produire par elle-même une alternative légitime et durable. Et finalement, ce qui s'est passé, la situation actuelle avec cette guerre, a rendu quelque chose d'encore plus évident, c'est qu'on ne renverse pas un régime comme celui de la République islamique à coup de bombardement. Parce qu'on n'a pas ici affaire à un pouvoir qui est réduit à quelques figures dont l'élimination suffirait à faire tomber tout l'édifice. On a affaire à un appareil idéologique, sécuritaire, militaire et économique qui est construit depuis des décennies et qui est fondé sur la répression intérieure, ça a été dit, l'embrigadement et une logique de guerre permanente. Donc c'est un système qui repose sur des institutions, des réseaux, des intérêts organisés et surtout les gardiens de la révolution et le Basij. Tant que cette structure existe, la simple poursuite de frappes extérieures
ne peut pas produire un effondrement politique au sens réel du terme. Et ensuite, il faut regarder la réalité concrète. L'Iran, c'est un pays immense, avec une profondeur territoriale. L'Iran, c'est 4 fois l'Irak, en termes de taille. Donc on a une structure étatique qui rend totalement illusoire l'idée d'un renversement qui va être obtenu à distance par la seule pression militaire extérieure. Donc un changement de régime imposé par la guerre, ça supposerait en réalité bien davantage que des frappes. Il faudrait une intervention directe, un contrôle du terrain et donc une logique d'occupation. Donc chacun sait qu'elle serait désastreuse. Donc ceux qui présentent la poursuite de la guerre comme une voie de libération vendent en réalité une illusion politique qui est très dangereuse. Je la qualifie vraiment de dangereuse. Donc le sujet, ce n'est pas de savoir si la guerre affaiblit ponctuellement certains centres du pouvoir. Le vrai sujet, c'est qu'elle ne crée pas de souveraineté populaire, ni organisation démocratique, ni aucune relève politique crédible, comme ça a été évoqué. Et c'est pour cela, simplement, qu'elle ne peut pas être la solution. Au contraire, plus la guerre va s'installer, plus elle va risquer de renforcer la militarisation de la situation, de faire payer le prix au peuple iranien, et d'ouvrir la voie non pas à la démocratie, mais au chaos, à la fragmentation, à la confiscation de l'avenir du pays par d'autres forces autoritaires. Oui, tout à fait. C'est très clair, votre analyse. À votre avis, alors, pourquoi ces partisans, le fils de Shah et le fils de Shah, ils ont une télévision et ils ne se rendent pas compte de la profondeur et la complexité du régime iranien pour insister pour que les guerres continuent. C'est quoi leur vision exactement? Alors, pour répondre à ça, en fait, il faut dire qu'ils n'ont pas réellement une vision différente, mais ils ont un intérêt différent. Parce que ce courant dit monarchiste a 2 problèmes fondamentaux. Le premier, c'est qu'il a une absence totale d'ancrage populaire démontré à l'intérieur de l'Iran. Et le second, c'est qu'il n'a aucun outil réel de renversement du régime. En 47 ans, ça a été évoqué, ce courant n'a construit ni force organisée, ni capacité autonome, et ni mécanisme propre de renversement du régime ou de transformation de politique intérieure. Donc c'est un courant qui n'a pas préparé d'alternative. En fait, ce qu'il a attendu, c'est une opportunité extérieure, qui est celle-ci. Et ça n'a rien d'étonnant, parce qu'il faut rappeler quand même la vérité historique sur ce courant, c'est que la révolution de 1979 a aussi été la fin de la monarchie en Iran. Le nom Pahlavi, ce n'est pas un nom qui est politiquement neutre. Il renvoie à une dynastie associée, dans la mémoire de très nombreux Iraniens, à la dictature, la torture, à la répression policière, à l'écrasement des libertés et à une dépendance structurelle à l'égard des puissances étrangères. Et je crois savoir que Reza Pahlavi a récemment affirmé ouvertement qu'il était très fier de l'histoire de sa famille. Donc il n'y a pas eu de démenti sur les agissements de la SAVAK. Oui, hélas. Donc quand on parle aujourd'hui d'un retour de ce courant, on ne parle pas d'une page blanche, on ne parle pas d'une transition qui va faire c'est pas une figure de transition consensuelle. On parle finalement d'un héritage qui est profondément clivant et qui est chargé d'un passé très autoritaire. Donc c'est pour ça que ce courant continue de miser sur la même logique. Ce n'est pas construire sa légitimité dans la société iranienne, mais c'est chercher sa chance dans la pression étrangère, dans la crise, dans la guerre, dans une déstabilisation qui vient de l'extérieur. Et donc en réalité, s'il n'y a pas de guerre et s'il n'y a pas d'intervention extérieure, il n'y a aucune voie crédible de retour au pouvoir pour ce courant. Donc la question ici, c'est un calcul de pouvoir de leur part. La guerre va devenir pour eux un raccourci, espéré vers un pouvoir qu'ils ne peuvent pas conquérir par une dynamique populaire interne. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il faut comprendre aussi les déclarations de Reza Pahlavi, quand il a prétendu que 150 000 membres des gardiens de la Révolution l'auraient rejoint. C'est quand même une affirmation qui est particulière et qui a son importance, parce qu'on a
pas vu la moindre traduction concrète de cette affirmation, ni pendant les soulèvements, ni pendant cette guerre, ni sur le terrain politique réel. Rien n'est venu confirmer l'existence d'une telle force ralliée. Et donc ça relève davantage d'un affichage politique et de la construction d'une illusion de puissance que d'une réalité qui est observable ici. C'est une manière en fait de faire croire que ce courant disposerait déjà au sein même de l'appareil répressif du régime d'un levier décisif pour prendre le pouvoir. Mais en réalité, c'est une prétention qui est sans démonstration. En revanche, ce qu'on voit de la part de ce courant, c'est un effort considérable de propagande, de mise en scène médiatique et de fabrication d'une apparence de consensus autour du retour de la monarchie. Et malgré ces agissements, ces agitations sur les réseaux et dans les médias, ça ne change pas la réalité politique profonde de la société iranienne. Parce que le peuple iranien a quand même subi un demi-siècle de dictature monarchique, puis près d'un demi-siècle de dictature théocratique. Donc il ne s'est pas soulevé contre une dictature pour en accepter une autre. Il ne rejette pas simplement un homme ou une faction, il rejette le principe même d'un pouvoir qui est personnel, héréditaire, autoritaire et imposé d'en haut. Donc, même lorsque ce courant essaie aujourd'hui de se présenter sous les habits plus acceptables de transition, de démocratie ou d'unité nationale, le problème de fond, il est le même. Le nom, l'identité et la crédibilité restent liés à la dynastie des Pahlavis. Donc, et cette dynastie, pour une part majeure de la mémoire collective iranienne, ça a été rappelé, elle reste synonyme de torture, de répression, de confiscation de la souveraineté populaire. Donc, pour résumer mon propos, non, la poursuite de la guerre ne peut pas être une solution. Et non, le courant monarchiste ne constitue pas une alternative démocratique crédible. L'avenir de l'Iran, il ne peut pas être construit ni par les bombardements étrangers, ni par le recyclage d'une dynastie rejetée par l'histoire. Et comme ça a été dit et c'est réaffirmé encore, il ne peut être construit que par le peuple iranien lui-même, dans le refus simultané et de la théocratie et de la monarchie. Oui. Merci beaucoup, Sarah. J'ai bien aimé que vous avez remplacé dans ma question le mot illusion par intérêt, parce que ça éclaircit tout de suite le but de leur propagande, le but de leur manifestation, des mensonges, et aussi on peut se rendre compte que le fait qu'on Reza Pahlavi maintient, il est même fier de sa position, la position de son père, sans parler de son entourage. C'est vrai que ça ne donne pas vraiment un résultat optimum pour arriver à la démocratie en Iran. Merci beaucoup. Maintenant, je vais poser la question à M. Alavi. Donc, vous êtes membre du Conseil national de la résistance en Iran, le seul organe organisé et structuré depuis 1981. Donc, vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine, les études et l'analyse sur des situations différentes en Iran. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'on peut espérer la possibilité d'un soulèvement de masse tel qu'il a eu lieu en 1979 en Iran? Est-ce que cet événement, ce soulèvement, arrivera? Oui, merci beaucoup. D'abord, je tenais particulièrement à remercier nos intervenants du début, Madame Mathias, Jean-François Le Garret, Jacques Bouteau qui est parti, parce que je trouve qu'ils ont expliqué de manière, ils se sont complétés et expliqué de manière extrêmement pertinente le sens, la nature du combat qui est mené aujourd'hui en Iran par la résistance, et je leur rends hommage pour le soutien et leur accompagnement de cette résistance et leur soutien très précieux, ainsi que de tous les autres amis qui sont là et qui, depuis quelque temps, accompagnent le combat du peuple iranien.
Pour venir à votre question sur le fait de savoir, parce que le modèle qu'on a généralement quand on parle de révolution, de changement, c'est souvent celle que nous avons eue en Iran avec la révolution en 1979. C'est vrai que c'est ça qui vient à l'esprit. D'ailleurs, le fils du Shah qui a voulu un peu, à la Khomeini, voler cette nouvelle révolution, il a prétendu que des millions de gens sont descendus dans la rue pour comme m'appeler. On sait très bien que il y a eu des slogans en faveur du fils du Shah, mais c'était extrêmement marginal. Et puis, il n'y avait pas des millions de gens dans la rue. Tout simplement parce que la répétition de ce modèle de révolution que nous avons assisté à la fin du règne du Shah ne se produit pas forcément de la même manière aujourd'hui face au régime des mollahs, en raison de la différence et de la nature, même si tous les deux ce sont des dictatures, mais de la nature et du sens un peu de l'histoire aussi, parce que, pour rappel, le renversement de la dictature du Shah a été facilité par le changement qui s'est produit à Washington, tout simplement parce que le fils du Shah, le régime du Shah était un pouvoir qui était totalement dépendant des Américains. Donc, à partir du moment où Carter est arrivé au pouvoir aux États-Unis, donc c'était les démocrates il avait une politique qui pensait qu'en poussant les satellites américaines vers une sorte de respect des droits de l'homme, etc., ils auraient plus de chances de les préserver et d'empêcher qu'il y ait des révolutions et que la radicalisation à leurs yeux de la situation dans les pays d'Amérique latine, en Iran, etc. Et donc, il a poussé le Shah à diminuer le degré de la répression en espérant pouvoir préserver la dynastie Pahlavi pour continuer à rendre service. Et le Shah a obéi, c'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est la réalité, à la fin, quelques années avant son renversement, la torture et les exécutions dans les prisons ont radicalement diminué. Et ils ont quand même exécuté des gens. Pendant le soulèvement aussi, il y a eu des cas de répression, de manifestations et beaucoup de morts, mais ce n'était pas comme avant. Mais le Shah aussi pensait que cela va l'aider à, à survivre aux événements qui se produisaient. Mais en réalité, ça a précipité sa chute parce que la population a compris que finalement, cette dynastie, ce pouvoir est devenu trop faible au point de céder à ses pressions et donc en perdant son appareil de pouvoir et de répression, en le diminuant, ça a donné du courage aux gens de descendre dans les rues et donc on a assisté à des manifestations, effectivement, à cette époque-là, de millions de gens dans les rues. Il y avait des millions d'Iraniens dans les rues à réclamer le renversement, et ensuite mort au Shah, et puis des slogans comme les slogans principaux étaient liberté, indépendance, libération des prisonniers politiques. On ne parlait pas encore de République islamique, parce que Khomeini n'avait pas encore réussi à monter dans les médias, etc., en arrivant en France, etc. C'est après coup qu'il a détourné cette révolution. Par conséquent, voilà ce qui s'est produit. Pourquoi ce modèle aujourd'hui ne peut pas se reproduire? Tout simplement parce que les mollahs ont aujourd'hui l'expérience du Shah. Ils l'ont dit, très clairement, ils ont dit « nous n'allons pas refaire l'erreur du Shah ». Donc, le facteur répression, l'outil de répression,
l'appareil de répression, qui est l'appareil de survie de ce régime, ne va jamais être abandonné. Jusqu'au bout. On a pu le voir pendant le soulèvement de janvier, pendant tous les autres soulèvements aussi, parce qu'il y a eu à peu près 5 grands soulèvements depuis 2017 en Iran, et à chaque fois, ça a été réprimé dans le sang, et il n'y a pas eu de manifestation de millions de gens dans la rue. C'est pas possible. Et maintenant, encore moins quand il y a des bombardements. C'est encore plus ridicule de réclamer ceci. Et alors, voilà, je pense, par conséquent, face à ce phénomène, à cette dictature religieuse qui s'est imposée et qui a eu le temps, 47 ans, de mettre son appareil de répressif sur pied, comment il faut agir? Je pense que j'avance pas trop vite, c'est un peu ça que vous me faisiez ou... Oui, non, c'est bien. En fait, c'est savoir si ce soulèvement peut permettre le renversement du régime. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on peut attendre à ça? D'accord. Alors, est-ce que ce que je viens de dire, ça veut dire que bon, ce régime ne peut pas être renversé? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que nous sommes rentrés dans une ère où, pour renverser une dictature comme le régime des Mollahs, je continue à dire Mollahs parce que je pense que sans les Mollahs, sans la suprématie du pouvoir religieux des Mollahs, les gardiens de la révolution perdent aussi leur raison d'être et n'auront plus à... C'est pour ça qu'ils ont choisi une autre dynastie pour justement cautionner leur pouvoir et le maintenir. Sans ce choix d'un autre guide suprême, qui n'en est pas vraiment, mais qui est juste pour donner une légitimité aux yeux des forces du régime, les pastarons ne représentent plus rien. Et par conséquent, ce régime des mollahs et des pastars qui vont de pair peut être renversé que par une combinaison de forces de résistance organisées à l'intérieur et de l'insurrection. C'est ce qui aurait pu se produire pendant le mois de janvier. Elle aurait pu avancer. Il y a un obstacle qui est venu entraver cette marche, qui n'est pas uniquement la répression, parce que la répression, de toute façon, elle serait venue. Et c'est l'ingérence et la tentative tout à fait opportuniste du fils du Shah de venir se mêler de ce mouvement qui était en train de monter crescendo et puis qui était en train de mettre le régime devant une situation intenable. Et pour la même raison qu'il y a la répression et qu'il n'y aura pas de millions de gens dans la rue, lancer un appel de dire qu'à telle heure, à tel jour, descendez tout le monde dans la rue, c'est du suicide. Et il a commis cette erreur de lancer un appel, etc., et de laisser croire que les gardiens de la Révolution sont 150 000 qui ont rejoint le fils du Shah, etc., et qui vont venir se joindre à la population ou les protéger. Donc ils ne vont pas tirer sur eux. Donc ce genre d'opportunisme porte énormément d'entraves et de tort à un mouvement authentiquement révolutionnaire populaire qui, de l'intérieur de l'Iran, est capable de renverser le régime, à condition qu'on ne l'entrave pas. Et c'est ce à quoi justement la résistance travaille. Il y a depuis 12 ans, les Moudjahidines du peuple à l'intérieur de l'Iran,
ils ont travaillé sur la constitution des unités de résistance, qui sont des groupes de résistance un peu partout dans l'ensemble du pays, qui se sont multipliés, que les jeunes que nous avons eus, ou les plus vieux qu'on a pu voir, qui ont été exécutés ces derniers jours, donc 8 appartenaient à ces unités de résistance, et les 8 autres, c'était des jeunes qui, même s'ils n'avaient pas forcément des liens avec les Moudjahidines du peuple, avaient pris exemple sur les actions des unités de résistance et ils avaient formé leur propre unité pour agir pendant le soulèvement. C'est ce modèle d'action qui fait peur au régime. C'est pour ça qu'il les exécute. Et qui s'est développé malgré énormément d'arrestations. Je parle de milliers d'arrestations. Le régime n'arrive pas à stopper ces actions. Ces unités de résistance doivent pas attendre le soulèvement, mais leur tâche, c'est de provoquer le soulèvement. Et c'est uniquement comme cela que le régime va se trouver dans cette combinaison des actions de résistance organisées et l'insurrection devant une force dont il ne sera plus capable de mater. Ça, c'est vers quoi on est en train d'avancer aujourd'hui, à l'intérieur de l'Iran, indépendamment et sans lien avec toutes les influences étrangères que nous voyons et dont on parle, on commente, etc. Et c'est uniquement comme ça qu'il y a une chance de pouvoir arriver au renversement du régime. Ok, très bien, Mafchi. Donc c'est avec ces unités de résistance qu'on peut, comme vous avez souligné, on peut espérer les soulèvements du peuple, parce que leur expérience et leur courage permet au peuple de se soulever. Et en même temps, je rejoins Madame Ponsonay qui disait les coalitions européennes étrangères peuvent être utiles à condition qu'ils apportent leur soutien à ces unités de résistance et que malheureusement la voie que Reza Pahlavi, le vice-Souchan a choisi n'aboutira à rien et que ça permettrait d'arriver à un chaos. Maintenant, je me permets de poser la question à Armand Habibi. Donc Armand, vous êtes représentant de la jeunesse iranienne, la vie devant soi, avec un espoir, soif de l'espoir et de la démocratie. J'aimerais bien savoir comment vous voyez la sortie de cette crise pour l'Iran. Merci. Alors, tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer au nom des jeunes Iraniens. J'ai la chance de pouvoir m'exprimer maintenant dans un pays libre et démocratique, donc il faut bien le faire à la place de ceux qui se font justement exécuter tous les jours en Iran. Je voulais commencer par dire tout d'abord que je suis totalement d'accord avec ce qui avait été les propos qui ont été dits par les intervenants précédents. Ce ne sera ni la guerre qui apportera la liberté au peuple iranien, ni les négociations avec ce régime qui mèneront à un changement de comportement ou à une stabilité quelconque pour le peuple iranien. Et malheureusement, comme on l'a vu au mois de janvier, ce ne sera pas non plus un soulèvement de masse, comme l'a dit M. Alavi, qui ne sera pas assez fort face aux forces de répression du régime. Mais comme M. Alavi l'a souligné, ce sera par des unités de résistance. Et aujourd'hui, on a vu que la jeunesse iranienne, elle n'avait plus peur. Elle ne manque ni de courage, ni de sacrifice pour arriver à son droit fondamental qui est celui de la liberté. Et le défi aujourd'hui sera celui de ces unités de résistance et la reconnaissance de ces unités de résistance qui, je voulais le rappeler, une semaine avant le début de cette guerre, ont mené une énorme opération, donc l'Organisation des Moudjahidines du peuple, qui a mené une opération contre le QG des corps des gardiens de la Révolution, là où sont placés de haut placés justement dans ce corps, et également Khamenei, qui justement
Celui-là a été le premier endroit ciblé par les bombes des Américains et des Israéliens qui ont mené justement à la mort de Khamenei. Et donc c'était pour montrer l'importance de cette attaque qui a été menée par 250 membres de cette organisation, et donc de ces unités de résistance, qui ont réussi à entrer dans cet endroit et donc mené d'importantes attaques qui ont malheureusement mené à la perte de 100 au moins tués ou emprisonnés de cette organisation, mais également à d'énormes pertes dans les infrastructures du régime, qui ne sont évidemment pas mentionnées publiquement parce que le régime en a peur. Mais c'était pour vous dire que ces unités de résistance-là, elles existent. On en a eu la preuve là. Et par qui est-ce que ça a été mené? Qui sont ces unités de résistance? En fait, ces unités de résistance, ce sont tout d'abord des jeunes de ma génération, mais également, principalement, mais aussi des personnes des générations de personnes plus âgées. C'est-à-dire qu'ils touchent la population entière, en fait, et que tout le monde a cette capacité à rejoindre cette organisation, ces unités de résistance. Et donc, ces unités de résistance, leur mode d'action, en fait, c'est différent de ce qui s'est passé dans les années 70. En fait, ce sont des personnes normales, des citoyens normaux, qui sont étudiants, commerçants, ingénieurs, des intellectuels, qui ont simplement une croyance commune, c'est-à-dire que la population, le peuple iranien, a la capacité de renverser le régime par ces agissements-là, par ces actions. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement? On les voit très souvent sur les réseaux sociaux. Ils vont mener des attaques contre des infrastructures du régime, de différents moyens, avec des cocktails Molotov. Ils vont afficher des slogans, des images de représentants de l'opposition dans les rues. Et donc, c'est comme ça qu'ils agissent aujourd'hui. Et encore une fois, ce sont majoritairement des jeunes qui sont coordonnés par l'OMPI, donc par les Moudjahidines du peuple d'Iran, et qui possèdent une expérience en fait, de lutte depuis des décennies. C'est-à-dire qu'ils ont 47 ans de lutte contre le régime des Mollahs, mais au moins 10 ans de plus contre celle du Shah avant la Révolution. Et malheureusement, donc, on a eu l'exemple de ces unités de résistance qui a été d'une de ces unités qui a été exécutée il y a quelques semaines, donc qui était constituée de 6 membres, 3 qui avaient une trentaine d'années et 3 autres qui avaient une soixantaine d'années. Et donc par la suite, comme l'a dit M. Alavi, 8 autres qui ont été exécutés pour les mêmes raisons, c'est-à-dire des attaques contre les infrastructures du régime, et donc simplement pour la liberté, arriver à la démocratie. Et voilà, donc si possible, pour finir, je voulais simplement vous diffuser une vidéo. Oui, bien sûr, nous allons regarder un clip concernant ces unités de résistance. On pourra apercevoir que ces unités, pour quelles raisons ils font peur au régime et pourquoi le régime n'arrête pas d'exécuter les membres appartenant à ces unités. Pensez-vous qu'organiser 250 personnes, ne serait-ce que pour une réunion, n'est pas simple? Encore attaquer un endroit hyper sécurisé avec des gens armés, ça devrait être très difficile, ça doit faire peur énormément au régime. Donc c'est pour cette raison que le régime ne cesse d'exécuter et démanteler toutes ces unités de résistance. Donc nous allons regarder le clip sur ces jeunes gens. Au cours des 3 dernières semaines, dans la tumulte de la guerre, le régime iranien a intensifié une vague d'exécutions visant des prisonniers de l'OMPI et des jeunes rebelles arrêtés lors du soulèvement de 2026. Le 19 mars, 3 jeunes manifestants du récent soulèvement, Saleh Mohammadi, 19 ans, champion de lutte, Saïd Daoudi, 21 ans, et Mehdi Qasemi. Le 30 mars, Mohammad Taghraoui, 59 ans, et Akbar, 60 ans,
membre de l'organisation des Moudjahidines du peuple. Le 31 mars, les membres de l'OMPI, Babak Alipour, 34 ans, et Pouyoy Grobadi, 33 ans. Le 2 avril, Amir Hossein Hatami, 18 ans, un manifestant du récent soulèvement. Le 4 avril, les membres de l'OMPI, Aboul Hassan Montazer, 66 ans, et Vahid Bani Amerian, 33 ans. Le 5 avril, Mohamed, 19 ans, et Shahrene Vahid Parast, manifestant du récent soulèvement. Le 6 avril, Ali Fahim, 30 ans, manifestant du récent soulèvement. 13 exécutions politiques en 3 semaines. Le régime iranien les avait accusés d'avoir agi contre des centres de répression ou d'avoir affronté les forces de sécurité lors du soulèvement. Le régime mène cette vague sans précédent d'exécution de prisonniers politiques par crainte qu'un soulèvement plus important n'éclate une fois la guerre apaisée. Il y a quelques mois, le régime, par l'intermédiaire de l'agence Force, affiliée aux gardiens de la Révolution, a qualifié l'exécution massive de plus de 30 000 prisonniers politiques en 1988 d'expérience positive et a souligné que cette expérience devait être répétée. Les 6 membres de l'OMPI qui ont été exécutés étaient tous membres d'unités de résistance et étaient sous le coup de condamnation à mort depuis longtemps. منم طوفان به ترس بی دل ارزیده هم آوردت حریفی سخت ورزیده منم ایمان منم عصیان پر از باور که می جنگم که می مانم تواناتر منم کانون شورشگر که حاضر گفته تا آخر منم کانون شورشگر که حاضر گفته تا آخر. Ils ont été soumis à diverses formes de torture, de pression, pour les forcer à se repentir. Ils ont refusé de coopérer avec le régime et ont tous été exécutés en quelques jours. Je me suis lié à l'organisation, j'ai continué et si je sors à nouveau, je ferai exactement la même chose. Le régime a également tenté de mettre en scène des aveux forcés de ses membres de l'OMPI. Mais dans les mêmes courts extraits diffusés à la télévision d'État, leur réponse était claire. Je ne ferai pas d'interview et je ne veux pas non plus être devant la caméra. C'est bon, enlève-moi ça d'abord. D'accord, je ne ferai pas d'interview, je ne parlerai pas. Selon les informations de la résistance iranienne, lors du soulèvement de décembre et janvier, le régime clérical, en plus de massacrer des milliers de personnes dans les rues, a arrêté au moins plus de 50 000 personnes. Les médias du régime ont rapporté qu'Amir Hossein Hatami, le premier jeune homme exécuté de ce groupe, avait déclaré au tribunal: « Mon but en participant aux protestations était de renverser le régime. D'autres prisonniers politiques, dont au moins 13 autres affiliés à l'OMPI, font maintenant face à l'exécution. Une autre déclaration d'inquiétude ne suffit pas. La communauté internationale doit prendre des mesures immédiates et concrètes pour traduire les auteurs de ces crimes en justice et arrêter cette machine à tuer avant qu'un autre massacre se produise. » Le courage de ces prisonniers face à leur exécution témoigne d'un fort potentiel de soulèvement, d'une lutte pour la liberté en Iran. La déclaration de Vahid Bani Amerian après l'annonce de sa condamnation à mort en est la preuve. همینجا با صدای بلند اعلام میکنم من برای آزادی ایران نه تنها بر سر جانم با شما چانه نمیزنم چون از روز اول وصیتمو نوشتم و زیر سر داشتم بلکه جزم کردم که بالاتر از جان هر روز و هر ساعت عواطفم رو به عزیزترین هام فدای این مردم بکنم و باکی هم ندارم. آخه اگه من و نسل من و همه دوستای من که به همین اتهام توی زندانهای مختلف الان دارن حکم اعدام میگیرن، خواهر و برادرام یا کسایی که زیر حکم‌های سنگین هستن توی زندانهای مختلف یا بیرون از زندانها هستند، اگر ما این قیمت رو ندیم نسل‌های بعدی باید تاوانش رو خیلی بیشتر پرداخت بکنن. پس اگر قرار است که توبه بکنم از خدا بابت تمام روزها و ساعتهایی که سرمو توی زندگی شخصیم فرو برده بودم طلب بخشش میکنم.
و حرف آخرم به شما جلادها اینه: شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67. حرف ما هم همینه. حرف من اینه: اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران. قسم به خون یاران ایستادم تا پایان. C'était très émouvant. On se rend compte à quel point ces jeunes, en grande partie des jeunes, mais il y a d'autres personnes aussi qui participent dans ces unités, ils possèdent un courage inouï. Ils sont à bout et ils veulent la démocratie. Il faut qu'on arrive à les soutenir comme il faut pour que ce pays magnifique puisse revoir le jour qu'il faut, la démocratie qu'il mérite. Voilà. Je pense que maintenant on peut finir le table ronde. Merci infiniment de votre présence, de nous apporter votre point de vue. Merci aussi à M. Jean-François Le Garret, Mme Mathias et M. Bouteux qui ont quitté. Maintenant, nous allons consacrer un petit temps aux questions-réponses du public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre. Oui, je pense que parmi les politiciens actuels, et notamment au niveau de la France, il y a plus de Daladier, de Chamberlain que de Churchill et de De Gaulle, hein, malheureusement. Moi, je voulais vous poser la question concernant la situation internationale et notamment l'ONU. J'ai appris avec aberration que l'Iran venait de faire partie d'une commission des protections des droits de l'homme ou des droits de la femme, et il paraît que la France ne s'est pas opposée à ça. Est-ce que quelqu'un... Malheureusement, on peut Si, alors, malheureusement, on peut le confirmer d'autant plus qu'en tant qu'association des femmes iraniennes en France, vous imaginez que nous avons écrit, réécrit et réécrit notre indignation par rapport à cette nomination. Ce n'est pas la première fois. Alors, que dire? Le problème de l'ONU, c'est, alors on nous dit la représentativité de tous les peuples. Et alors, moi, j'aimerais bien qu'on nous dise en quoi un gouvernement qui massacre sa population depuis des années, qui est quand même, rappelons-le, le premier exécuteur en termes d'exécution de femmes dans le monde. Alors, le premier étant, en général, étant la Chine, mais sur l'exécution des femmes, l'Iran a l'honneur d'être sur la première place du podium. Comment un tel régime peut représenter les droits des femmes? Alors, on nous dit oui, mais il faut la représentativité, et c'est bien comme ça que les pays progressent. Progressent en quoi? Cela fait 47 ans que ce régime massacre sa population, cela fait 47 ans qu'il pende des femmes. Moi, je suis désolée, moi, je rappelle, parce qu'il y a quelques jours, j'ai été dans une émission, pour une fois, mais c'était une amie qui m'a invitée, je le précise aussi, où j'ai redit, moi, personnellement, j'ai connu les deux révolutions, la révolution du Shah contre le Shah, et je me rappelle de ces images. Faut le voir pour se rappeler que de ces images de ces 10 jeunes femmes à la une de la grande magazine iranienne après la manifestation en 81, de ces 10 jeunes femmes à la une, sans nom, avec une inscription priant les familles de venir reconnaître leurs enfants. Ils les avaient exécutés sans demander leur nom. Sans demander leur nom. Et moi, la jeune fille de 11 ans que j'étais, vous pensez que cette image-là, je l'ai oubliée. Toute ma vie, j'aurai l'image de cette une devant les yeux de ces 10 jeunes femmes. Quelques temps plus tard, parce que moi j'ai la chance, j'ai connu les premières années de répression du régime en Iran.
de ces 10 jeunes. J'ai appris qu'elles étaient 9. Dans ma tête, elles étaient 10. De ces 10 jeunes femmes bahoï qu'on a exécutées, effectivement, qu'on a pendues, parce qu'elles avaient refusé de renier leur religion. Et aujourd'hui, voilà, on en est là, avec des instances internationales, avec le président de l'ONU qui serre la main des bouchers de Téhéran, avec... Qui présente ses condoléances au peuple iranien pour le mort de boucher de Téhéran. Malheureusement, c'est là où on redit. Il y a un dicton en iranien qui dit « Personne ne grattera mon dos mieux que mes ongles, les ongles de mes propres doigts ». C'est en fait, si l'Iran est libre un jour, ce sera par sa population et pour sa population. Et malheureusement, ni grâce aux organismes internationaux. Alors, on ira toujours défendre le droit auprès de ces mêmes instances qui nous les refusent parfois. On ira toujours porter la voix du peuple iranien, on ira toujours plaider pour toutes les exécutions en Iran, pour des condamnations fermes et définitives. Mais je pense que le peuple iranien ne comptera sur personne pour le libérer, à part nous-mêmes. Je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que c'est le peuple iranien, ils doivent compter sur eux-mêmes pour soulever, mais malgré tout, je pense que nous, selon moi, nous vivons dans un monde mondialisé. Là, on constate tout à fait que la guerre d'Iran a dépassé la région. Maintenant, il a atteint la dimension économique mondiale. Donc, quelque part, tout le monde peut être concerné. Donc, on ne peut pas être tellement indifférent. Et ça serait bien que les médias ou les acteurs dont on pense à leur intérêt bougent un petit peu parce que tôt ou tard, tout le monde va payer les dégâts. Donc, bien sûr, évidemment, c'est le peuple d'Iran qui doit user de son courage, de sa détermination pour arriver à la démocratie, mais aussi le monde entier est concerné. Donc ça aussi, il faudra garder en tête. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Une question? Ah, allez-y. Attendez, je vais vous donner sur interférence, ingérence. Vous voulez... Vous ne m'entendez pas? Non. Voilà. Et là, vous m'entendez mieux? Je veux qu'on revienne sur ce terme que vous avez utilisé, Afshin, ingérence, c'est ça. Mais avant, je veux dire 2 ou 3 petites choses. D'abord, je veux vous dire que j'éprouve un amour infini pour les moudjahidines du peuple d'Iran, ceux qui sont en ce moment en Albanie. J'éprouve un amour infini pour ces gens-là parce qu'ils ne se plaignent pas, ils agissent. Ce dont je me souviens, mais avec tellement de joie, c'est le jour où ils ont craqué le code de la prison d'Evin. Et où on a vu, où le monde entier a vu ce qui se passait. Donc, je dis ingérence pour 2 choses. Quand en janvier, le peuple iranien s'est révolté, il y a eu tant de personnes dans la rue, mais c'était un bonheur infini. Malheureusement, tout de suite après, ingérence, le mot, vous savez, regime change, qui a une profondeur pour les résistants, n'a plus la même valeur pour moi. Parce que tout le monde s'est emparé de ce mot et ça ne veut plus rien dire, parce que ça devient politique. Lorsque la prison d'Evin, je ne dis pas de nom, a été bombardée et qu'on a dit regime change, j'ai pleuré. Parce que ça changeait le sens de votre... c'est vous qui avez associé les résistances à ces 2 mots, ça n'a plus le même sens. Alors, je parle d'ingérence, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un entretien de Gilles Boulot, que j'adore, avec le fils du chat. Et le fils du chat faisait son hiatus, et à un moment, il dit que oui, c'était merveilleux, etc. Bref. Et il dit à un moment,
Gilles Boulot lui dit, et moi j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il ait pu dire ça. Il lui a dit, mais que faites-vous des 30 000 exécutés que votre père a fait assassiner? Et le type a répondu, oh ça ce sont des aléas. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer parce qu'il n'a pas compris la profondeur de ce qu'un peuple est et il veut venir, soi-disant, au pouvoir. Donc voilà ce que je voulais dire ce soir. Et aussi, bien sûr, j'éprouve beaucoup d'amour pour les Moudjahidines, mais une amitié infinie pour les personnes de la résistance que je connais. Vous êtes vraiment formidables. Et pour les journalistes, je crois qu'il faut que nous arrêtions de pleurer, justement, et que nous trouvions tous ensemble un moyen d'aller et de leur dire, mais ils sont là, parlez-leur. Très bien. Vous savez, et c'est ça. C'est difficile, il faut trouver un moyen. Vous savez? Bravo. Merci. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Merci. Écoutez, malheureusement, on a beaucoup de choses à dire, à poser comme question. Le sujet est vaste. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre réunion et puis donc je pense que ça sera bien qu'on met fin à notre réunion. En vous remerciant d'être présents, d'avoir écouté nos intervenants. Et puis encore merci à M. Le Garret, notre cher ami. Et aussi,